0. Certaines personnes laissent derrière elles un héritage. Ces gens-là ont laissé des sujets de plaisanterie. Aujourd'hui, nous plongeons dans les manières les plus hilarantes, stupides, absurdement tragiques et carrément incroyables dont des personnages historiques ont quitté la scène. Pas avec un fracas, même pas avec un gémissement, plutôt comme une gamelle historique devant un public. 1. Commençons dans le monde du droit des sociétés, qui est généralement ennuyeux sauf si un homme nommé Gary Hoy est impliqué. En 1993, Hoy, un associé principal de son cabinet de Toronto, a voulu prouver à des étudiants que les fenêtres de son bureau au 24e étage étaient incassables. Sa méthode de démonstration? Prendre son élan à toute vitesse et se jeter contre la vitre. Il avait déjà fait cette cascade auparavant et la vitre avait tenu bon. Mais en ce jour fatidique, bien que la vitre elle-même ne se soit pas brisée, le cadre de la fenêtre tout entier s'est détaché du bâtiment. Gary a plané dans les airs, prouvant son argument sur la vitre tout en réfutant simultanément sa théorie sur la survie à une chute de 24 étages. C'est un cas d'école où l'on gagne le débat, mais où l'on perd absolument tout le reste de la manière la plus spectaculaire qui soit. 2. En 1912, un tailleur autrichien du nom de Franz Reichelt était convaincu d'être le prochain Léonard de Vinci. Son chef-d'œuvre n'était pas une peinture, mais un parachute portable qui ressemblait étrangement à un manteau ridiculement lourd. Pour prouver son génie, il a obtenu la permission de le tester en sautant du premier étage de la Tour Eiffel. Tout le monde, de ses amis à la police, l'a supplié d'utiliser un mannequin. Mais Franz, avide de gloire, a insisté pour être son propre pilote d'essai. Il s'est tenu au bord, a hésité un instant, puis a sauté dans l'histoire. Son invention a immédiatement échoué, s'enroulant autour de lui comme un linceul alors qu'il piquait droit vers le sol, laissant un petit cratère dans la terre gelée. Il est devenu célèbre, mais pas de la manière qu'il avait prévu. La presse lui a donné un surnom approprié, le tailleur volant. 3. Avant l'anesthésie, la chirurgie était un spectacle d'horreur brutal et ultra rapide, et le docteur Robert Liston était la rockstar incontestée de la salle d'opération. Il était célèbre pour ses amputations éclairs, une compétence qui était excellente pour la conscience du patient, mais, comme il s'est avéré, terrible pour toutes les autres personnes dans la pièce. Lors d'une de ces ablations de jambes rapides dont il avait le secret, sa lame bougeait si furieusement qu'il a accidentellement tranché les doigts de son jeune assistant. Comme si cela ne suffisait pas, dans son ample mouvement arrière, il a également entaillé le manteau d'un spectateur âgé, qui a été si effrayé qu'il est mort d'une crise cardiaque. Le patient et l'assistant sont morts plus tard de la gangrène. Cela fait un patient, un assistant et un spectateur, tous décédés en une seule opération. Elle détient fièrement le record de la seule chirurgie de l'histoire avec un taux de mortalité de 300%. 4. Bobby Leach était un véritable homme de courage. Un casse-cou qui a cimenté sa légende en 1911 en devenant la deuxième personne à franchir les chutes du Niagara dans un tonneau et à en survivre pour le raconter. Ce type a regardé l'abîme à queue et lui a craché au visage. Il a survécu à une cascade qui consistait essentiellement à jeter un cercueil en bois du haut d'une falaise. Il a parcouru le monde, se prélassant dans la gloire d'avoir trompé la mort. Alors, quel défi épique a finalement eu raison de ce casse-cou intrépide? Une ascension de montagne? Un combat de requins? Non. C'était un fruit égaré. Des années plus tard, alors qu'il se promenait dans une rue en Nouvelle-Zélande, il a glissé sur une peau d'orange. La chute a entraîné une fracture ouverte de la jambe qui a développé une gangrène. Il est mort des suites de complications après l'amputation. Il a vaincu les chutes du Niagara pour être finalement emporté par un déchet. 5. Permettez-moi de vous présenter Clément Vallandigham, un avocat qui a pris le concept de « argument qui tue » un peu trop au pied de la lettre. En 1871, il défendait un homme accusé de meurtre lors d'une bagarre de bar. Toute la défense de Vallandigham reposait sur l'idée que la victime s'était accidentellement tirée dessus en essayant de sortir son propre pistolet de sa poche. Pour démontrer ce scénario plausible à son co-conseil dans sa chambre d'hôtel, il a saisi un pistolet qu'il croyait déchargé pour rejouer la scène. Il a montré comment l'arme aurait pu s'accrocher et tirer. Et dans un moment de précision tragique,
Le pistolet, qui contenait bien une balle, a fait feu, le touchant à l'estomac. Il est mort le lendemain, mais sa démonstration a été si convaincante que son client a été acquitté. Il a gagné son procès à titre posthume, ce qui est probablement la victoire juridique la plus douce amère de tous les temps. 6. Vous avez probablement entendu parler de Jack Daniel, le fondateur du célèbre whisky du Tennessee. Il a créé un spiritueux connu pour son caractère doux, mais ses propres dernières années ont été tout sauf tranquilles. Un matin, Jack, notoirement soupe au lait, est arrivé à son bureau et n'a pas pu se souvenir de la combinaison de son coffre-fort. Nous sommes tous passés par là, ce moment de pure frustration. Mais au lieu d'appeler un serrurier, Jack a laissé sa colère prendre le dessus et a donné un coup de pied furieux à la boîte en métal tenace. Le coup lui a cassé le gros orteil. Avec le temps, une vilaine infection s'est installée, qui s'est transformée en gangrène, menant finalement à sa mort des années plus tard. L'homme a bâti un empire sur la patience et le savoir-faire, mais il est mort à cause d'un accès de colère contre son propre mobilier de bureau. C'est la leçon ultime sur la raison pour laquelle il ne faut jamais se battre avec un objet poids lourd. 7. Certains monarques sont connus pour leur sagesse ou leur prouesse militaire. Le roi Adolphe Frédéric de Suède est connu pour son appétit. En 1771, un mardi fatidique, le roi s'est assis pour un repas que l'on ne peut décrire que comme un marathon culinaire. Il a consommé du homard, du caviar, de la choucroute, du hareng fumé et d'abondantes quantités de champagne. Ce n'était que le plat principal. Pour le dessert, il est passé à sa friandise préférée, une pâtisserie appelée semla, qui est une brioche sucrée fourrée à la pâte d'amande et à la crème, servie dans un bol de lait chaud. Il n'en a pas dévoré une, ni deux, mais 14. Son système digestif, ayant été soumis à cet assaut royal, a promptement agité le drapeau blanc de la reddition. Il est mort ce soir-là, gagnant le titre éternel de roi qui s'est mangé à mort. Une façon vraiment épique de partir. 8. Dans la Grèce antique, les stoïciens étaient des philosophes qui prêchaient la logique et la maîtrise des émotions. L'une de leurs figures de proue était un homme nommé Chrysippe, un esprit brillant qui a écrit des centaines de livres. Cependant, sa sortie du monde fut moins que stoïque. L'histoire raconte qu'il a vu un âne manger des figues de son arbre. Trouvant cela hilarant, il s'est tourné vers son esclave et a plaisanté. « Maintenant, donne à l'âne une gorgée de vin pur pour faire passer les figues. » Apparemment, c'était le summum de la comédie du IIIe siècle, avant J.C. Chrysippe a trouvé sa propre blague si totalement, si irrésistiblement drôle, qu'il a été pris d'un fou rire si violent qu'il en est littéralement mort. Un philosophe dédié au contrôle émotionnel, emporté par sa propre chute de blague. Cela prouve simplement que peu importe à quel point vous êtes logique, une blague suffisamment bête peut toujours être votre perte. 9. Imaginez être le maire d'une petite ville suisse et décider de tenir une conférence de presse. Quel est le sujet? La sécurité publique, bien sûr. Vous êtes probablement là, debout, à parler de chaussures raisonnables ou de regarder des deux côtés avant de traverser la rue. Maintenant, imaginez que pendant cette même conférence de presse, un gros ballon d'exercice gonflable, que quelqu'un a inexplicablement laissé près d'une fenêtre ouverte dans le bureau du dessus, vous tombe directement sur la tête. C'est l'histoire tragiquement comique de Monika Meyer, la mère de Betz, en Suisse. Elle a été tuée sur le coup. L'univers a un humour noir, mais il est difficile d'imaginer une démonstration plus parfaitement synchronisée, ironique et totalement ridicule du fait que le danger peut littéralement tomber du ciel lorsque vous êtes occupé à parler de la façon de l'éviter. 10. Le roi Martin d'Aragon, qui a régné au XVe siècle, a connu une fin si bizarre qu'elle ressemble à une pièce en 2 actes. Acte 1, la gourmandise. Le roi, connu pour son solide appétit, a dévoré à lui seul une oie entière pour le dîner. Cela a provoqué une grave indigestion, le laissant cloué au lit et à l'agonie. Acte 2, la comédie. Pour lui remonter le moral, on a fait venir son bouffon de cour préféré. Le bouffon a raconté une blague sur un cerf qu'il avait vu dans les bois, suspendu par la queue à un figuier, comme s'il avait été puni pour avoir volé des figues. Le roi, même dans son état de souffrance, a trouvé cette image si astronomiquement drôle qu'il a éclaté d'un fou rire incontrôlable qui a duré des heures.
La combinaison de l'indigestion et de l'hystérie incessante fut trop pour son corps, et il mourut. Un coup double fatal d'oie et de blague. 11. Alan Pinkerton était une légende. Il était le fondateur de l'Agence nationale de détectives Pinkerton, un homme qui a déjoué un complot d'assassinat contre Abraham Lincoln, et dont les agents ont traqué des hors-la-loi tristement célèbres comme Jesse James. Son nom était synonyme de dureté, d'intelligence et de danger. Alors, comment ce titan du travail de détective a-t-il trouvé la mort? Était-ce une fusillade? Un complot d'empoisonnement astucieux par un rival? Non. Il se promenait nonchalamment sur un trottoir de Chicago, a glissé et s'est mordu la langue. C'est tout. Un simple accident maladroit. Mais la morsure s'est infectée, la gangrène s'est installée, et l'homme qui a défié les criminels les plus recherchés d'Amérique est mort parce qu'il n'a pas réussi sa réception sur un bout de pavé. La devise de son agence était « Nous ne dormons jamais », mais un moment d'inattention l'a mis au repos pour de bon. 12. Isadora Duncan était une danseuse révolutionnaire, une icône mondiale de la libre expression dont les performances étaient redéfinies par des mouvements fluides et de longs et beaux foulards en soie. Son art et sa mode étaient inséparables. En 1927, elle se trouvait dans une décapotable à Nice, en France. Alors que la voiture commençait à bouger, son immense foulard peint à la main, une partie emblématique de son look, flottait derrière elle de façon spectaculaire. Mais il a flotté un peu trop spectaculairement, se prenant dans les rayons de la roue arrière et l'arrachant de la voiture avec une force incroyable, lui brisant le cou instantanément. Ses derniers mots à ses amis quelques instants auparavant avaient été « Adieu, mes amis, je vais à la gloire ». Elle avait raison, mais ce fut un voyage beaucoup plus rapide et brutal que quiconque ne l'avait prévu. Sa plus grande déclaration de mode est devenue son propre bourreau tragique et instantané. 13. Jean-Baptiste Lully était un compositeur à la cour du roi de France Louis XIV. Et c'était un homme qui prenait sa musique très au sérieux. Au XVIIe siècle, les chefs d'orchestre n'utilisaient même pas une petite baguette délicate. Ils utilisaient un énorme bâton en bois qu'ils frappaient sur le sol pour battre la mesure pour l'orchestre. Lors d'une représentation d'une de ses propres compositions, Lully, rempli de passion et de ferveur artistique, a manqué le sol et a frappé le lourd bâton directement sur son pied, perçant la peau. La blessure a développé une gangrène. Les médecins ont recommandé d'amputer sa jambe pour lui sauver la vie. Mais Lully, également danseur, a refusé, la vanité triomphant de la raison. Il ne pouvait supporter l'idée de ne plus pouvoir danser. En conséquence, l'infection s'est propagée et il est mort d'une mort lente et douloureuse, causée par une direction trop agressive de sa propre musique. 14. Échille, l'un des grands dramaturges de la Grèce antique, est considéré comme le père de la tragédie. Il est donc approprié que sa propre mort ait été si tragiquement absurde qu'elle ressemble à une intrigue rejetée d'un sketch des Monty Python. Un oracle avait un jour prophétisé qu'il serait tué par la chute d'un objet. Prenant cela très au sérieux, Échille passait la plupart de son temps à l'extérieur dans des champs ouverts, loin de tout bâtiment ou arbre. Mais il n'a pas tenu compte de l'ingéniosité du destin et des oiseaux de proie. Un aigle, ayant attrapé une tortue pour le déjeuner, cherchait un rocher sur lequel la laisser tomber pour casser sa carapace. Repérant ce qu'il pensait être un rocher chauve, brillant et parfait depuis les hauteurs, l'aigle a lâché sa cargaison. Ce rocher était la tête d'Échille. Il est mort sur le coup, accomplissant la prophétie de la manière la plus bizarre qui soit. 15. En 1841, William Henry Harrison est devenu le 9e président des États-Unis. À 68 ans, il était la personne la plus âgée à prendre ses fonctions à l'époque et était désireux de prouver qu'il était toujours un héros de guerre robuste et vigoureux. Pour projeter cette image, il a décidé de prononcer son discours d'investiture par une journée de mars très froide et humide, sans porter de manteau, de chapeau ou de gants. Il a ensuite prononcé le plus long discours d'investiture de l'histoire américaine, s'éternisant pendant près de 2 heures. Le discours fut une démonstration spectaculaire d'endurance, mais il eut un prix. Il a développé un grave rhume qui s'est rapidement transformé en pneumonie et en pleurésie. Exactement 1 mois jour pour jour après son entrée en fonction, il était mort. Sa tentative obstinée d'avoir l'air fort a abouti à la présidence la plus courte de l'histoire des États-Unis.
il s'est littéralement parlé à mort. 16. Être poète peut être un travail difficile, mais ce n'est généralement pas fatal. Sauf si vous êtes Tadeusz Micinski, un poète polonais, et que vous avez un très beau manteau. En 1918, alors qu'il voyageait dans une région rurale de la Russie pendant le chaos de la Révolution, Micinski a été attaqué par un groupe de paysans terrifiés et en colère. Ils n'étaient pas en colère contre lui pour sa poésie, ils étaient en colère contre lui parce que, voyant son beau par-dessus d'apparence coûteuse, ils ont supposé qu'il était un percepteur d'impôts du gouvernement venu prendre le peu qu'ils avaient. Ainsi, dans un cas tragique d'erreur d'identité alimentée par la mode, ils l'ont tué d'un coup de hache. C'est un sombre rappel que parfois, peu importe ce que vous avez dans la tête. Ce qui compte, c'est ce que vous avez sur le dos. Et être trop bien habillé peut parfois être un crime capital. 17. Parlons d'un cas classique de karma instantané, servi bien chaud. Périos d'Athènes était un bronzier du VIe siècle avant JC doté d'un esprit d'entreprise vraiment tordu. Il a conçu un nouvel instrument de torture macabre pour Phalaris, le tyran d'Agrigente. C'était un taureau de bronze creux, grandeur nature, avec une porte sur le côté. La victime était enfermée à l'intérieur et un feu était allumé en dessous. Alors que la personne rôtissait lentement vivante, ses cris voyageaient à travers un système de tubes et de tuyaux, sortant de la bouche du taureau sous la forme d'un son qui ressemblait sensément au beuglement d'un taureau en colère. Phalaris fut impressionné par l'ingéniosité, mais dégoûté par la cruauté de son créateur. Ainsi, pour le voyage inaugural de ce cauchemar métallique, il choisit la première victime parfaite, Périos lui-même. Ils l'ont fait rôtir à l'intérieur de sa propre invention, bien qu'il ait été sorti juste avant de mourir pour être achevé en étant jeté d'une falaise. 18. Nous avons tous eu ces jours où l'on a l'impression que l'univers conspire contre nous. Pour João Maria de Souza, un homme vivant au Brésil, ce n'était pas seulement un sentiment, c'était une réalité littérale et bovine. En 2013, il dormait profondément dans son lit à côté de sa femme lorsqu'une vache d'1,5 tonnes, qui s'était échappée d'une ferme voisine et avait erré sur la colline derrière sa maison, a marché sur son fragile toit en amiante. Le toit a cédé, et la vache a chuté d'environ 2,5 mètres, atterrissant directement sur Monsieur de Souza endormi. Sa femme, qui se trouvait de l'autre côté du lit, n'a pas été blessée, tout comme la vache. Mais Monsieur de Souza est mort d'une hémorragie interne en attendant les secours. C'est un accident monstre d'une improbabilité si épique qu'il ressemble moins à un véritable événement qu'à un avertissement tiré d'une publicité d'assurance très étrange. 19. Jerome Irving Rodale a été un pionnier du mouvement de l'alimentation biologique en Amérique. Il a passé sa vie à défendre passionnément une alimentation saine, l'agriculture naturelle et l'évitement des pesticides et des additifs. C'était un véritable gourou du bien-être, et il était extrêmement confiant dans son style de vie. En 1971, lors de l'enregistrement du Dec Cavett Show, il a donné une interview élogieuse sur son régime de santé. Peu de temps après, alors qu'un autre invité était interviewé, Rodale, 72 ans, qui venait de se vanter « Je suis en si bonne santé que je suis tombé dans un long escalier hier et j'ai ri tout le long », et qui avait également affirmé qu'il vivrait jusqu'à 100 ans, s'est soudainement affalé sur sa chaise. Il avait subi une crise cardiaque massive et fatale, là, en direct à la télévision. C'était, sans aucun doute, la promotion de produits la plus tragiquement ironique et la plus malvenue de l'histoire de la vie saine. 20. En parlant de fanatiques de la santé, rencontrons Basil Brown, un homme qui a poussé l'expression « Vous êtes ce que vous mangez » à sa conclusion absolue et fatale. En 1974, Brown est devenu obsédé par les prétendus bienfaits des carottes pour la santé. Il croyait qu'elles étaient un aliment miracle, une panacée pour tout. Il s'est donc lancé dans un régime extrême de jus de carotte. Et par extrême, je veux dire qu'il buvait 1 gallon de jus de carotte chaque jour. C'est à peu près l'équivalent de 48 carottes en jus, quotidiennement. Sans surprise, sa peau a pris une teinte orange vibrante, presque radioactive. Mais les effets cosmétiques étaient le cadet de ses soucis. Il avait consommé tellement de vitamine A que son foie a complètement lâché. Il est mort d'une cirrhose, une maladie généralement associée à l'alcoolisme sévère, prouvant qu'on peut, en effet, abuser d'une bonne chose,
Surtout lorsque cette bonne chose vous transforme en cône de signalisation humain. 21. Tycho Brahe était un astronome danois du XVIe siècle, brillant mais excentrique, dont les observations méticuleuses ont jeté les bases des lois de Kepler sur le mouvement planétaire. C'était un géant de la science. Il avait aussi un célèbre nez prothétique en laiton, après avoir perdu le sien dans un duel au sujet d'une équation mathématique. Mais sa mort fut encore plus bizarre que son nez. Alors qu'il assistait à un somptueux banquet à Prague, Brahe s'est retrouvé dans une situation sociale difficile. Il avait un besoin urgent d'utiliser les toilettes, mais l'étiquette de l'époque dictait que c'était une grave insulte de quitter la table avant l'hôte. En tant que noble aux principes stricts, il a refusé de s'excuser. Il est resté assis pendant tout le festin dans l'agonie, se retenant littéralement pendant des heures. Cette décision a entraîné une infection de la vessie ou, comme le prétendent certaines légendes, une rupture pure et simple de sa vessie. Il est mort dans d'atroces souffrances 11 jours plus tard. 22. Zénon de Cityon était le fondateur de l'école de philosophie stoïcienne, la même école qui enseignait la résilience émotionnelle et l'acceptation du destin. Il a vécu une vie longue et disciplinée, prêchant que l'on ne devrait pas être contrôlé par le plaisir ou la douleur. Un jour, alors que le vieux Zénon quittait son école, il a trébuché et est tombé, se cassant l'orteil. Pour la plupart des gens, ce serait un désagrément douloureux. Pour Zénon, c'était un message cosmique. Il a regardé son doigt de pied cassé, puis a frappé le sol de façon spectaculaire avec son poing et a cité une réplique d'une pièce de théâtre grec. « Je viens, pourquoi m'appelles-tu » Il a interprété cet accident mineur et maladroit comme un signe de l'univers que son temps sur Terre était terminé. Il est donc rentré chez lui et, dans un acte final de contrôle stoïcien ultime, a retenu sa respiration jusqu'à sa mort. Il n'a pas seulement accepté le destin, il l'a rencontré à mi-chemin à cause d'un orteil cogné. 23. La phrase « le spectacle doit continuer » a été le mantra des acteurs pendant des siècles. Mais peut-être personne ne l'a prise plus littéralement ou à une conclusion plus fatale que le légendaire dramaturge français Molière. En 1673, il jouait le rôle principal de sa propre pièce, intitulée, avec une ironie écrasante, « Le malade imaginaire ». La pièce est une comédie sur un hypocondriaque. Lors de la dernière représentation, Molière, qui souffrait réellement de tuberculose pulmonaire, a été pris d'une violente quinte de toux sur scène. Il a réussi à terminer la représentation, mais s'est effondré peu après le rideau final et est mort quelques heures plus tard. Le public, témoin de sa véritable agonie, a simplement pensé qu'il donnait une performance brillamment convaincante d'un homme faisant semblant d'être malade. Il est mort en jouant un personnage qui feignait une maladie mortelle, alors qu'il était lui-même réellement atteint d'une maladie mortelle. 24. Sigurd le Puissant était un redoutable comte nordique du IXe siècle qui a conquis de grandes parties du nord de l'Écosse. C'était un viking par excellence, féroce, ambitieux et brutal. Après avoir vaincu l'un de ses ennemis les plus gênants, Maelbricht aux dents de lapin, Sigurd a décidé d'en faire un exemple. Il a décapité Maelbricht et, en signe de domination, a attaché la tête coupée à sa selle comme un trophée. Alors qu'il rentrait triomphalement chez lui, la tête rebondissante de son ennemi vaincu a exercé sa vengeance posthume. Les dents de lapin proéminentes pour lesquelles Maelbricht était connu ont éraflé la jambe de Sigurd, créant une petite coupure. La blessure s'est infectée et Sigurd le Puissant est mort de l'infection peu de temps après. Il a gagné la bataille, mais a perdu la guerre contre la morsure fantôme de la dentition d'un homme mort. 25. Le protocole royal peut être une affaire délicate et parfois mortelle. Prenez le cas tragique de Sunanda Kumari Ratana, une reine consort bien aimée du Siam, la Thaïlande actuelle, au XIXe siècle. En 1880, la reine enceinte et sa fille se rendaient dans un palais d'été. Leur barge royale était remorquée par un plus grand bateau sur une rivière lorsqu'elle a soudainement chaviré. La reine et la princesse ont été jetées à l'eau, juste devant leurs nombreux serviteurs et gardes. Pourtant, personne n'a bougé pour les aider. Pourquoi? Parce qu'une loi stricte et ancienne interdisait à tout roturier de toucher un membre de la famille royale. La punition pour cela était la mort. Les gardes et les serviteurs,
paralysés par la tradition, ont simplement regardé leur reine et leur princesse se noyer. La loi destinée à protéger le caractère sacré de la royauté a fini par être l'instrument même de leur perte. 26. Li Bai est l'un des poètes les plus célèbres de Chine, un maître du romantisme et un amoureux de la nature, de la beauté et peut-être plus que tout, du vin. Sa poésie est remplie d'images vives, tournant souvent autour de la lune. Une nuit fatidique de 762, le poète faisait une excursion en bateau sur le fleuve Yangtze, faisant ce qu'il faisait de mieux, boire et composer des vers. Selon la légende populaire, il était particulièrement ivre lorsqu'il a vu le magnifique reflet de la pleine lune scintiller à la surface de l'eau. Dans un moment d'extase poétique et alcoolisé, il a décidé qu'il devait étreindre la lune. Il s'est donc penché sur le côté du bateau, a tendu les bras pour étreindre le reflet aqueux, a perdu l'équilibre et est rapidement tombé et s'est noyé. Il est mort en essayant de saisir physiquement un rêve, une fin parfaitement poétique, bien qu'incroyablement stupide pour un homme qui a vécu sa vie dans un état d'ivresse romantique. 27. Attila le Hun. Le nom lui-même évoque des images de terreur et de destruction. Il était le fléau de Dieu, un chef de guerre qui s'est taillé un immense empire par la brutalité pure et la peur, faisant trembler Rome elle-même. Sa mort, vous le supposeriez, est survenue dans une bataille glorieuse et épique, n'est-ce pas? Faux. En 453 après J.C., Attila a célébré son dernier mariage avec une jeune épouse nommée Ildiko. Il a fait la fête avec ardeur, comme il sied à un chef de guerre redoutable, se livrant à un festin massif et à une forte consommation d'alcool. Il s'est retiré dans sa chambre nuptiale et le lendemain matin, comme il n'apparaissait pas, ses gardes inquiets ont défoncé la porte. Ils ont trouvé sa nouvelle épouse pleurant sur son cadavre. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucune blessure. Attila le Hun, la terreur de l'Europe, avait subi un saignement de nez massif dans son sommeil d'ivrogne, s'était étouffé avec son propre sang et était mort ignominieusement dans son lit de noces. 28. Tennessee Williams était l'un des plus grands dramaturges américains du XXe siècle, un maître de la représentation de la psychologie humaine complexe et de la tragédie. Sa propre mort, cependant, ressemblait moins à une profonde tragédie qu'à un accident bizarre et évitable. Williams avait une routine quotidienne qui impliquait l'utilisation de gouttes pour les yeux, et pour mettre les gouttes, il tenait le petit capuchon en plastique du flacon dans sa bouche. Une nuit de 1983, dans sa chambre d'hôtel à New York, cette habitude s'est avérée fatale. On pense qu'en inclinant la tête en arrière pour administrer les gouttes, il a accidentellement inhalé et avalé le capuchon, qui s'est logé dans sa trachée, le faisant suffoquer. L'homme qui a écrit des lignes si emblématiques de drame et de désespoir a finalement été défait par un minuscule morceau de plastique. C'était une fin banale, presque ridicule, pour une vie consacrée à l'exploration des grandes et complexes agonies de la condition humaine. 29. Empédocle était un philosophe grec présocratique qui se croyait plus qu'un simple homme. Il était un être divin, un dieu sous forme mortelle. Et il avait besoin que ses disciples le croient aussi. Pour fournir la preuve ultime de son immortalité et assurer son héritage, il a conçu un plan aussi spectaculaire qu'idiot. Vers 430 avant J.C., il s'est rendu au mont Etna, un volcan actif en Sicile. Devant une foule de ses disciples, il a prononcé un discours final, puis a héroïquement sauté dans le cratère de feu, s'attendant à être consumé et ainsi à monter aux cieux. Ses disciples sont restés stupéfaits, probablement convaincus de sa divinité, c'est-à-dire jusqu'à ce que le volcan, dans un dernier acte de critique géologique, recrache plus tard une de ses sandales de bronze brûlées, fournissant une preuve plutôt concluante qu'Empédocle était, en fait, bien mortel. 30. Les annales des morts royales bizarres sont longues, mais peu sont aussi étrangement spécifiques que la prétendue disparition du roi Thibaut Ier de Navarre. Au XIIIe siècle, lors de l'une des croisades, Thibaut faisait campagne en Terre Sainte. L'histoire, qui est probablement plus une légende qu'un fait, mais qui est trop belle pour ne pas être racontée, prétend que le roi se reposait sous un palmier. À ce moment-là, un singe, haut dans les frondes, a délogé une noix de coco. Cette noix de coco est alors tombée avec une précision d'orfèvre, frappant le roi directement à la tête et le tuant.
Bien que les historiens doutent de la véracité de l'histoire, elle a persisté pendant des siècles uniquement en raison de sa magnifique absurdité. L'idée d'un roi croisé, un noble guerrier de la chrétienté, éliminé non pas par une lame sarrasine, mais par un fruit déployé par un primate espiègle, est le genre de note de bas de page historique tout simplement trop parfaite pour être oubliée. 31. La vie imitant l'art est un trope courant. Mais pour l'acteur britannique Gareth Jones, c'est devenu une réalité terrifiante en direct à la télévision en 1958. Il jouait dans une pièce intitulée Underground, diffusée en direct depuis les studios de la BBC. Dans la pièce, son personnage devait, selon le scénario, subir une crise cardiaque massive et fatale lors d'une scène particulièrement tendue. Alors que les caméras tournaient et que la nation regardait, Jones s'est agrippé la poitrine et s'est effondré, livrant une performance d'un réalisme saisissant. Ses collègues acteurs, supposant qu'il donnait simplement la performance de sa vie, ont continué leurs répliques. Mais Jones ne jouait pas. Il avait subi une véritable et fatale crise cardiaque au moment exact où son personnage était censé le faire. Il est mort sur le sol du studio, laissant les acteurs et l'équipe réaliser l'horreur seulement après la fin de la scène. 32. On n'associe pas souvent le fromage à des émeutes mortelles, mais à Nottingham, en Angleterre, en 1766, les deux allaient de pair. Une pénurie alimentaire avait fait grimper en flèche le prix du fromage et d'autres produits de base, provoquant une colère généralisée. Le point de basculement est survenu lors de la foire de l'oie de Nottingham, lorsque les citadins affamés et enragés ont commencé à saisir le fromage des marchands. Cela a dégénéré en ce qui est maintenant connu sous le nom de la Grande Émeute du fromage. Pendant le chaos, les émeutiers ont pillé un magasin et ont fait rouler une énorme et lourde meule de fromage en bas d'une colline. Malheureusement, un échevin local nommé William Cookson, qui essayait de rétablir l'ordre, se trouvait directement sur la trajectoire du projectile laitier. La meule de fromage géante l'a frappé et l'a tué. C'est une histoire tragique, mais aussi un rappel inoubliable que dans les bonnes circonstances, même un bloc de fromage peut devenir une arme mortelle. 33. Sir Francis Bacon était un véritable homme de la Renaissance, philosophe, homme d'État, scientifique et père de la méthode scientifique. Son esprit travaillait toujours, se questionnant toujours. Au cours de l'hiver 526, alors qu'il voyageait dans la neige, il fut frappé par une idée brillante. La neige pourrait-elle être utilisée pour conserver la viande, tout comme le sel? C'était la naissance du concept d'aliment surgelé. Désireux de tester immédiatement son hypothèse, il arrêta sa voiture, acheta un poulet dans un village voisin et commença à le farcir de neige à main nue. L'expérience fut un succès pour la science, mais un désastre pour Bacon. Il a attrapé un sérieux coup de froid en manipulant la neige, qui s'est rapidement transformé en un cas mortel de pneumonie. Il est mort quelques jours plus tard, martyr de sa propre curiosité scientifique. Il a essentiellement inventé le poulet congelé au prix de sa propre vie, prouvant que parfois, une idée révolutionnaire peut vous laisser littéralement de glace. L'histoire prouve une chose. On peut vivre comme un roi et quand même mourir comme un mème. Alors dites-moi, laquelle de ces sorties ridicules offririez-vous à la personne que vous détestez le plus au monde? Et pourquoi? Lâchez-vous dans les commentaires. Et si vous aimez l'histoire bizarre, fausse et pourtant 100% vraie, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et préparez-vous à d'autres désastres délicieux du passé.